Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Une fresque, une nouvelle porte d'accueil et un totem. L'aéroport de Riyadh se refait une beauté. Des aménagements esthétiques qui seront suivis de travaux de resurfaçage de la piste pour un montant de 711 millions. Après les grandes centrales syndicales, c'est au tour des plus petites formations d'être reçues à la présidence, dont le syndicat polynésien du chanvre, qui attend toujours la loi de pays sur le cannabis thérapeutique. Syndicat qui s'est présenté devant le président avec de nouvelles données scientifiques. Nous en parlerons avec le président de l'association Honoea à Taoté, Eric Para. Il est notre invité ce soir. Lizy, bientôt au Fénois. Cette plateforme qui accepte les paiements en crypto-monnaie devrait se déployer au Fénois. Explication dans votre rubrique du samedi, TechZone avec Manon. Les apprentis boulangers de l'école hôtelière s'intéressent à la météo à l'occasion de mieux comprendre l'impact des variations de température sur la conservation du pain. Vous le verrez. L'aéroport donc de Outoura a inauguré ses toutes nouvelles installations hier matin, donc en présence du ministre de l'équipement, de la direction de l'ADT et des autorités de l'île. Une inauguration qui donne le top départ des grands travaux prévus sur la piste. Roni Moufat. Avec plus de 300 000 visiteurs à l'année, l'aéroport de Riyadh souhaite répondre aux attentes croissantes de ses passagers. Le hall de départ arbore désormais un coin de jardin, tandis que des fresques traditionnelles ornent les bâtiments de l'aérogare. Une fresque imposante de 3 mètres de haut sur 9 mètres de long accompagne les voyageurs dans le couloir d'arrivée, au bout duquel une arcade magnifie l'entrée de la salle d'attente. C'est le projet d'embellissement de l'aérogare qui nous a permis de faire deux choses. Premièrement, d'améliorer la chaleurosité de l'aérogare et deuxièmement de valoriser notre patrimoine culturel en mettant en valeur des symboles forts comme la Thierry Pétré, la cigale bleue ou encore des artistes locaux comme Évrard Chaussois à travers cette magnifique fresque que l'on voit aujourd'hui. Cet investissement de 8 millions dans l'embellissement aéroportuaire n'est que le prélude à des transformations plus étendues. Des travaux d'envergure de l'ordre de 711 millions sont envisagés pour renforcer la sécurité des opérations aériennes et accroître les capacités d'accueil des avions. En effet, il y a besoin de resurfacer la piste pour anticiper sur des questions de sécurité. Donc il y a un gros travail qui débute à partir de ce mois de mai et qui va se dérouler par plusieurs phases avec d'une part la création d'un 4e poste avion pour pouvoir avoir plus de capacité pour accueillir nos clients, les compagnies aériennes que sont Air Tahiti et Air Moana, et ensuite un resurfaçage complet de la piste qui va se faire à partir de mi-août et se terminer courant novembre. Et surtout, c'est vrai que ça nous permettra d'accueillir aussi plus d'activités en simultané avec ces postes avions qui sont plus nombreux. Pour éviter de perturber les vols commerciaux, ces travaux seront réalisés de nuit. Après Riyadh, l'aéroport de Bora Bora va également bénéficier des mêmes améliorations esthétiques. Transport, fonctionnaires d'État ou encore centre hospitalier, les échanges du 1er mai ont dû se poursuivre aujourd'hui avec le président du pays qui recevait cette fois-ci les formations moins représentatives dans le syndicat polynésien du chanvre. L'organisation qui relayait à la marche mondiale pour la légalisation du PACA en a profité pour demander des nouvelles de la loi de pays sur le cannabis thérapeutique. Le reportage de Laure Philibert et Vaïtia Rinalda. Il représente le secteur des transports en commun. Ces délégués syndicaux n'avaient pas pu être reçus le 1er mai à la présidence lors des rencontres entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Des créneaux supplémentaires ont donc été proposés cet après-midi au secteur plus ciblé que les grandes centrales syndicales. Des rendez-vous confidentiels qui ne figuraient pas dans l'agenda public du gouvernement. Nous avons 5 points à discuter avec lui. Enfin, surtout, ce sont nos revendications. La cherté de la vie, c'est trop beau de venir dire c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, on a des propositions. Toutes les personnes qui habitent dans les îles, j'ai entendu à la télé dire que ça coûte cher la viande. Effectivement, parce que vous allez payer l'arrivée de l'Europe, de l'étranger, arriver ici à la douane, tu payes 16%, à la sortie pour le transport 13% à l'entrepôt, après de l'entrepôt sur le bateau 13%, du bateau aux îles 13%, et arrivé aux îles,
Il y a le premier 16% TVA à la douane, 16% à l'importateur et 16% au magasin. Les fonctionnaires d'État constitués en intersyndicale ont aussi été reçus pour aborder le dossier de l'indemnité temporaire de retraite. Il se déplacerait mi-juin, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, pour se rendre en métropole et il nous a demandé de nous caler à son agenda et qu'on pourrait aller voir les ministres concernés et discuter du dispositif autre que la CVR. Donc, la seule revendication en fait, de l'intersyndicale aujourd'hui, c'est d'avoir des pensions majorées, puisque clairement, on cotise de manière majorée. L'intersyndicale a planifié des actions clairement, un préavis de grève n'est pas exclu. Ils ont rencontré hier le ministre de la Santé. Rencontre, là encore, à huis clos. La FISAP, Fédération interprofessionnelle des services de santé en Polynésie, porte les revendications des agents de l'hôpital du Taoné. On parlait de nous, de tsunami réglementaire. Donc si c'est pour être enfui de réglementation qu'on n'aura plus de maîtrise et toujours stagner dans notre carrière et rien voir aboutir, ça ne sert à rien. Il devait participer à la Cana Parade, une marche internationale pour la légalisation du Pakalolo. Le syndicat polynésien du chanvre n'a finalement pas défilé, mais a été lui aussi reçu en milieu d'après-midi pour faire le point sur les textes en cours avec le président du pays. Et nous recevons sans plus tarder Eric Para, le docteur Eric Para, président donc de l'association Honoea et pneumologue au CHPF. Tante Yorana. Yorana. Alors, Tante Para, on l'a vu dans le sujet, vous avez pu rencontrer le président du pays, Moetai Broderson, cet après-midi. Quel était l'objet de cette rencontre déjà et puis quelles ont été vos doléances? Bien, tout d'abord, c'était de faire le point sur cette loi de pays qui doit passer sur le cannabis médical. Parce qu'il faut dire que donc en France, il y a une expérimentation qui est menée au niveau national dans les hôpitaux et les malades en métropole peuvent déjà bénéficier du cannabis médical. Or, cette expérimentation n'a pas été menée ici. Donc nous sommes interpellés très régulièrement par nos malades qui nous disent « et nous ?» Alors, il faut bien préciser les choses, que c'est bien du médical et c'est sécurisé. C'est pour le reconnaître comme un médicament dans une liste de maladies qui est très connue, notamment dans les maladies neurologiques, ça c'est plutôt le CBD, mais aussi dans les maladies carcinologiques et en particulier dans les soins palliatifs, dans la prise en charge de la douleur. Donc nous et nos malades, on attend ce médicament. Et je dirais qu'on est prêt. Les autorités médicales, le Conseil de l'ordre des médecins, le Conseil de l'ordre des pharmaciens ont donné un avis favorable. Donc on est en toute sécurité. Et suite à notre rencontre il y a un peu moins d'un an avec le président, l'hôpital a fait tout un travail justement pour se tenir prêt à pouvoir utiliser ces médicaments. Justement, le président avait, il y a à peu près un an, quasiment, demandé une étude, une thèse sur le cannabis thérapeutique. Alors le président était clair, sachant les polémiques inutiles qui tournent autour de ce produit, qui, avant les années 70, était considéré comme un médicament, qui d'un seul coup a été rayé de cette liste, nous a commandé une étude pour pouvoir mettre en place un programme de lutte et de prévention contre les addictions, les toxicomanies. Et bien entendu, nous, professionnels de santé, nous en sommes très fortement demandeurs. Nous luttons au quotidien contre les addictions. C'est une terreur pour nous, découvrir ces jeunes qui dans l'ice et tout ça. Donc, on s'était engagé auprès de lui de faire l'étude avec l'objectif vraiment de donner les moyens de pouvoir prouver qu'en inscrivant le cannabis comme médicament, on pourrait le valoriser dans ce cadre-là et en faire un argument fort de prévention et de lutte contre les addictions. Et nos résultats, que je ne peux pas vous donner, le prouvent. Nous avons des résultats très très étonnants. Vous allez les divulguer très bientôt ? Alors, le président s'est engagé à accueillir la soutenance de cette thèse à la présidence. Donc, c'est une thèse, c'est toujours public. Donc, le but, c'est que vraiment toute la population puisse en profiter de ces résultats qui sont uniques à l'échelle internationale. Vraiment, c'est incroyable. On peut faire des travaux en Polynésie extraordinaires.
Où en est justement le dossier de la loi de pays concernant donc, le cadre légal et les autorisations d'utilisation de médicaments à base de cannabis? Est-ce que vous avez été rassuré en voyant le président aujourd'hui? Oui, tout à fait rassuré. Comme l'a dit Karl, 90% des éléments sont disponibles dans cette loi de pays. Elle sécurise la situation, elle respecte la loi française, c'est très important. Voilà. Et on avait des questions surtout sur le timing. Quand est-ce qu'on allait pouvoir disposer de ces médicaments? Donc, avec son cabinet, ils nous ont totalement rassurés sur le fait que normalement, en fin d'année, même les arrêtés étaient prêts pour que nous puissions disposer des médicaments dans les meilleurs délais possibles. Alors, très certainement, dans un premier temps, par une importation, mais vraiment, l'association NOEA, et je crois beaucoup on soutient la mise en place d'une filière économique. Oui, justement, vous défendez l'intérêt du développement donc d'une filière économique et sociale. Et comment est-ce que vous allez pouvoir justement mettre tout ça en place? Alors par deux voies. Premièrement, une filière de production sécurisée. Et on a démontré que les producteurs, les transformateurs, l'Institut Malardé, l'hôpital, tout le monde était prêt à garantir la qualité du produit, son dosage, sa sécurité. Et par la voie que vous m'entendez souvent défendre, celle des néo-tradipraticiens qui sont en place, notamment aux urgences de l'hôpital, sur lequel on fait une autre étude d'ailleurs pour démontrer leur efficacité. Ils sont prêts à attendre ce médicament dans la tradition polynésienne qui est celle du taurumi et à la sécuriser totalement avec nous dans le cadre d'une recherche pour dire pour telle pathologie douloureuse, telle dose, pendant combien de temps, pour qu'il n'y ait absolument aucun accident. Un exemple, le taurumi, on rappelle à nos téléspectateurs que c'est le massage traditionnel en utilisant donc des huiles à base donc de cannabis thérapeutique. À base d'huile de coco dans lequel on fait macérer du cannabis. Voilà, dans le cannabis, on peut avoir des fleurs qui contiennent beaucoup de THC, donc la drogue active, mais aussi du CBD, dans lequel il n'y a quasiment pas de THC. Donc tout ça, on peut jouer sur les dosages. Donc là, on est vraiment dans la recherche thérapeutique qu'on pourrait mener chez nous, bien entendu, et valoriser à l'international nos produits, à la fois nos produits, cannabis médical de Polynésie, et même cannabis médical de Polynésie, testé par les néo-tradipraticiens polynésiens. Donc, au-delà d'un produit, on pourrait même avoir une procédure de soins. Et bien entendu, ça serait un atout fort pour exporter notre produit, parce qu'actuellement, la France métropolitaine achète à d'autres pays, alors que ça pourrait venir de ces territoires d'outre-mer, et en particulier de Polynésie. Tante Para, merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci d'avoir d'être venu sur ce plateau ce soir. Interpellés dans les médias par les associations du secteur médico-social et éducatif du Fénois pour avoir tenu des propos mettant en doute leur intégrité, la ministre des Solidarités, Minar également Taupou, a tenu à s'expliquer et à rassurer. On l'écoute au micro de Matai Horai. Je comprends l'inquiétude de ces associations. Cependant, il faut savoir que depuis 1 an et demi, c'est la CPS qui a repris la main sur la distribution des subventions. Donc, dès novembre 2023, les premières consignes que j'ai eues, ça a été de voir ce qui se passe réellement au sein des associations et surtout la gestion financière ou la gestion des personnels. Ce n'est que ça que j'ai fait. C'est vrai que ça a pris à peu près 4 mois et qu'aujourd'hui, il y a du retard. Mais ce que je veux dire, j'ai œuvré aussi bénévolement pendant 30 ans au sein des associations et je reconnais que tout ce qui se passe, ça fait mal au cœur, mais il fallait aussi que je mène ma mission de ministre. Donc, c'est ce que j'ai fait et je vous assure qu'il y a les fonds. Vous serez invités donc à venir signer les conventions dès lundi avec le président du conseil d'administration de la CPS. Et j'ai demandé aussi à être à ses côtés pour pouvoir rassurer les associations. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de bruit, mais on arrange la situation. Et ce triste fait divers maintenant, une soirée sur fond d'alcool qui a mal tourné à Huayné. Selon les premières constatations, une bagarre aurait éclaté à Fiti entre des amis de beuverie. Un homme d'une 60aine d'années est alors décédé dans une altercation avec un autre homme. L'auteur présumé des coups mortels se serait enfui. Il est actuellement recherché par
par la gendarmerie. Et voici une nouvelle qui devrait réjouir les détenteurs de cryptoactifs. Il devrait être bientôt possible de payer en crypto-monnaie un peu partout dans les commerces du Fénois. La fintech Lizy se déploie sur le territoire. Sa plateforme permet aux commerçants d'accepter les paiements en cryptoactifs. Une nouveauté qui pourrait attirer un nouveau type de touristes. Manon nous en parle tout de suite dans votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. Les paiements en crypto-monnaie en Polynésie pourraient se généraliser. La fintech française Lizy s'ouvre aux Fénois. Nous les avons contactés. C'est hyper simple en fait. Le commerçant, il se crée un compte sur notre interface. Une fois que ça c'est fait, que c'est validé de notre côté au niveau de la compliance, il nous donne son RIB de reversion. Et dès que tout ça est validé, il peut commencer à processer du coup et encaisser ses premières transactions en crypto de façon très très simple. Donc aujourd'hui, on a une technologie, une solution qui est déjà mature, qui est déployée au niveau de la zone euro. Aujourd'hui, on a nos schémas, on a notre propre infrastructure de paiement, etc. Et donc, en effet, le seul vrai challenge qu'on avait, pour lancer du coup, la Polynésie, c'était de pouvoir hedger justement le franc Pacifique. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a levé, qui est OK. Et donc on peut commencer du coup à distribuer aujourd'hui à grande échelle. Voilà. Les sommes sont reversées en franc Pacifique aux commerçants qui n'ont donc pas à manipuler de cryptoactifs. Lizy peut s'utiliser via son application, via les systèmes de caisse, mais aussi via les TPE. Des discussions sont d'ailleurs en cours avec l'OSB. Mais aujourd'hui, ce sont les usages qui comptent. Donc, s'il y a une cible, une population qui est demandeur, notre rôle, c'est d'apporter des solutions d'encaissement pour les commerçants et pour les clients. C'est vrai que notre métier, c'est la carte, les chèques, il y a tellement de chèques et les espèces. La crypto-monnaie arrive. Et donc, je pense qu'on ne peut pas, nous, en tant que société locale, on ne peut pas rester en dehors de cette mouvance. On fait très attention. Il faut que ce soit sécurisé, que ce soit bien effectivement réglementé. 12% des Français et plus de 580 millions de personnes dans le monde détiendraient des cryptoactifs. Un cryptotourisme se serait même développé. Généraliser les paiements en crypto-monnaie aux Fénois permettrait donc d'attirer des touristes. C'est en tout cas ce qu'espère Helmut Banner à l'origine du Polynesian Island Crypto Summit. D'une part, ça rajoute un focus sur la Polynésie en tant qu'écosystème dynamique sur ce sujet. Ça va offrir aux commerçants une visibilité nouvelle sur une clientèle nouvelle également, beaucoup composée de touristes qui peuvent parfois déterminer leur lieu de destination pour les vacances par le fait que les paiements crypto sont acceptés. Il n'y a pas de raison que la Polynésie ne puisse pas en profiter comme d'autres destinations le font à travers le monde. Pix Academy fonctionne comment avec des acteurs comme Lizy ou comme Desblocs Bank et comme les autres acteurs économiques du Web3 qu'on se prépare aussi à faire venir en Polynésie. On leur propose tout simplement d'être un peu leur poisson pilote. C'est-à-dire qu'on identifie avec eux la pertinence de venir en Polynésie et puis ensuite à destination des professionnels, des commerçants typiquement qu'on va accompagner, on va proposer des modules de formation. Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez notre article complet sur tntvnews.pf. À la semaine prochaine et en attendant, restez connectés. Transmettre et sensibiliser, c'est l'intention des climatologues de Météo France. Ce matin, à Faha, ils ont reçu les élèves d'une classe de seconde de la filière boulangerie-pâtisserie de l'école hôtelière grâce à des activités pédagogiques. Ces jeunes ont pu approfondir leur compréhension des enjeux climatiques et l'impact des variations de température sur le pain. Cet appareil s'appelle un télémètre à nuage. Il y en a deux sur la piste, un de ce côté et un à l'autre seuil de piste. Faire la pluie et le beau temps ne se maîtrisent pas, mais mieux comprendre la météo et ses outils, c'est aussi mieux les appréhender. Depuis quelques années, les météorologistes de Météo France multiplient les projets auprès de la jeunesse. À travers des activités ludiques ou instructives, ils ont un mot d'ordre, sensibiliser les jeunes. Et c'est même en plus un des rôles majeurs qu'on a joué, de transmettre notre savoir, notre passion et de sensibiliser les enfants aux phénomènes météo parce que ça fait partie de leur vie de tous les jours. Ils sont sensibilisés aux catastrophes météo qui peuvent arriver et grâce donc à cette sensibilisation, certainement ils feront plus attention à ce qui se passe autour d'eux.
Ce matin, les élèves de la filière pâtisserie-boulangerie de l'école hôtelière ont suivi les explications de ces professionnels de la météo, une initiation aux enjeux climatiques pertinente pour appréhender leur futur métier. Donc d'abord, on parle de citoyenneté, comme on disait, que tout le monde soit un peu au courant, évidemment, et surtout dans leur métier, parce qu'ils sont amenés à utiliser des ingrédients qu'ils vont utiliser pour la boulangerie, la pâtisserie. Et ça, effectivement, quand c'est impacté dans le monde par rapport justement aux céréales, eh bien, est-ce qu'ils auront les ingrédients nécessaires pour pouvoir poursuivre leur métier? Ça, c'est pas évident. Pour certains élèves, les effets du climat sur l'avenir de la profession questionnent de plus en plus. J'avoue qu'entre collègues, on n'en parle pas forcément, mais c'est vrai que comme ça va forcément toucher, peut-être pas nous toucher forcément nous, mais peut-être les générations futures, il faut commencer à s'interroger sur le sujet. Et cela est d'autant plus vrai en Polynésie, une région dont les particularités climatiques affectent le travail des boulangers et des pâtissiers. Qu'est-ce que ça a comme impact sur votre profession? Ça a un impact sur la conservation, sur la façon de travailler. Alors c'est vrai que de nos jours, maintenant, on travaille dans des laboratoires, on a des machines qui ont des taux d'humidité stables. Mais c'est vrai qu'après, pour la conservation, une fois que le produit sort des ateliers, ici, voilà, ça ramollit, on aura moins de croustillant que si on était dans une région un peu plus sèche. Grâce à ces ateliers d'initiation, nul doute que les élèves de la filière boulangerie-pâtisserie n'hésiteront plus désormais à mettre la main à la pâte. Et le mois de mai marque la fin de la saison d'abondance avec dans 2 semaines le Matar Iraro à la disparition des Pléiades des temps du calendrier polynésien que célèbre la commune de Haroui avec une semaine d'animation. Laure Philibert, Matai Horai. Leurs racines, un fondement indispensable pour ces représentants de la commune de Haroui. Ils marquent le changement de saison que constituent les Matar Iraro et les Matar Inia en proposant des rendez-vous pour fédérer les administrés et les reconnecter avec leur culture. Ce qui est fondamental dans l'approche que nous avons, un jeune ne peut prendre des décisions que s'il sait qui il est dans sa commune. Et il faut prendre dès le plus jeune âge. Et donc pour nous, l'opération Matahari, que ce soit Raro ou Nia, c'est une opération de mettre en place des activités. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle approche. Il y aura de l'artisanat avec des mamans qui vont animer pendant 2 semaines. Nos anciens ont un potentiel extraordinaire. Elles ne sont pas uniquement là pour s'occuper de la garde des motos, elles sont là pour transmettre. Projections, ateliers artisanaux, concours de salades et de confitures et randonnées. Les festivités qui marquent la disparition des Pléiades vont durer une dizaine de jours. Le premier adjoint Jackie Brion se satisfait de l'initiative du gouvernement qui vient de faire du 20 novembre, jour des Matar Inia, un jour férié, un choix qui converge avec l'état d'esprit de la commune. Cette connaissance-là, si nous on peut commencer à aborder par la réflexion autour de cette fête de Matar Iraro, Matar Inia, cette notion de temps cyclique et cette notion de temps linéaire, alors on aura commencé à construire un monde qui est de dire « je suis, mes parents ont été, demain je serai ». Cette notion est essentielle pour savoir où est-ce que l'on va. Le marketplace de Haroui, c'est du 16 au 24 mai. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Votre soirée sur TTNU Télévision. Ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse Waves, suivi à 19h20 de The Voice et la suite des Cross Battles, puis à 22h25 de votre émission Changer de Job. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TTNU Télévision et à demain à même heure. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.